Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 21 septembre. Au sommaire aujourd'hui, des nouvelles aux opposants au crématoire animalier de Nyon qui renoncent à faire recours au tribunal fédéral. Et puis, du côté de l'actualité rauloise, on donne la parole à Éric Durst, directeur de l'EVAM, l'établissement vaudois d'accueil des migrants, qui prévoit d'accueillir début 2024 140 personnes du côté de l'ancien hôtel Riverol. Et puis, ce seront nos invités du jour. Bonjour Nicolas Rosier, vous êtes président du NHP La Côte, bienvenue. Merci. Sur ce plateau, vous êtes accompagné d'aujourd'hui d'Imad Yacoubi. Bonjour, vous êtes le nouveau coach du club. On est ravis de vous avoir. En 3 mots, le mot d'ordre pour cette nouvelle saison, c'est lesquels ? Pour cette saison, performance, bienveillance et convivialité. Ouais, donc, il y a un peu de plaisir aussi sur le terrain. C'est sûr, c'est on sûr. imagine. C'est sûr et certain. On va en parler justement de cette nouvelle saison qui a débuté notamment samedi avec une victoire du côté et face à Servette. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui ? Où es-tu ? Regarde Andrea, à qui appartiennent ces grandes mains qui me chatouillent la tête selon toi. Voilà, regarde, je te dévoile le personnage de Casanova. Voilà, c'est cette grande marionnette que tu vois ici et qui est animée par l'équipe de Château-en-Seine à Coppet. Voilà, bonjour tout le monde. Regarde, on a tout le monde. On a le créateur de la marionnette, on a une marionnettiste, on a les comédiens et membres du comité de Château-en-Seine, et ben justement, qui accueille cette marionnette depuis le début du mois de septembre, cette marionnette géante de Casanova, dans sa pièce, qu'elle joue 2 fois par semaine. Juste ici, on est près du port à Coppet, et il y a encore 2 représentations. C'est demain soir, vendredi, et puis samedi également, donc en plein air, avec une météo radieuse comme ça, pour admirer cette magnifique marionnette conçue par Christophe Kiss, qui est de rôle et qui est juste là, et puis qui va m'expliquer, pendant que s'anime la marionnette, comment il a conçu ce Casanova, et puis qu'est-ce que c'est cette pièce, justement, à Coppet. Bon, Alexandre, promets-moi quelque chose, ne touche à rien, parce que je connais ta maladresse et ça risque de faire quelques dégâts avec cette marionnette. Allez, on commence avec des nouvelles des opposants nyonnais au crématoire animalier qui renoncent à faire recours au tribunal fédéral après avoir été déboutés par la Cour de droit administratif et public. Si les voisins de ce projet ne comptent pas en rester là, ils refusent pour l'instant de développer la suite de leurs plans et de leurs futures actions. Les réactions au micro de Florian Cavalieri. Effectivement, les 2 groupes ont décidé de ne pas aller au tribunal fédéral. Il faut dire que c'est aussi une question de finances parce que ça coûte très cher et puis que les chances étaient peut-être pas énormes de gagner au tribunal fédéral d'après nos avocats. Il se trouve que la commune avait délivré le permis de construire et puis que la CDAP trouvait que tout était dans les règles de l'art. Donc nous avons renoncé. Quand on a reçu la décision de la CDAP, on était abattus. Le tribunal fédéral, ce qu'on nous a dit, c'est que finalement, ils n'allaient pas réétudier tout le dossier, ni demander des enquêtes, ni rien. Et il y a d'autres actions, effectivement, qui sont possibles. Et là, on est en train de les étudier avec les avocats pour voir à quel moment, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'on n'arrêtera pas. Nous, on n'est pas contre du tout ce crématoire animalier. Mais c'est contre ces décisions et qu'ils soient vraiment à 20 mètres de nos fenêtres, sans aucune protection, sans grands arbres qui peuvent cacher. Et le côté pour le quartier, pour les enfants qu'on voit passer, c'est le côté émotionnel aussi avec le jardin du souvenir qu'on a vraiment sous nos fenêtres. Sur le bâtiment, il y aura un grand logo, c'est marqué dessus « Crématoire animalier ». Et tous les jours, ça va rappeler la mort, aux enfants qui passent. Et on sait qu'à cet âge-là, les enfants sont très sensibles à ce sujet. Donc l'aspect émotionnel, psychologique est très très conséquent. On nous dit que les filtres sont efficaces à 99,7%. Donc tous les jours, il y a 0,3% d'émissions nocives qui vont sortir à dose homéopathique, mais 5 jours par semaine, 10 heures par jour. Et ces polluants vont se fixer sur le sol, dans les jardins potagers, les places de jeu. Il y a 3 crèches aux alentours.
dans les habitations même, et ça, on refuse complètement, on ne peut pas accepter. Lorsqu'on a appris que ce crématorium allait se faire à 20 mètres d'une habitation et dans un quartier où il y a plus de 3000 habitants, nous nous sommes mobilisés, nous avons fait signer une pétition qui a été déposée à la municipalité avec 1200 signatures. Il y a 536 personnes qui ont fait opposition, c'était du jamais vu à Nyon. Il n'y a jamais eu pour aucun projet autant d'opposition et apparemment la MUN, ça ne les a pas beaucoup touchés, ils n'en ont pas tenu compte. De notre côté, nous n'allons pas baisser les bras, mais vous en entendrez parler, on vous le fera savoir. En bref, du côté de Bogie-Bosset, le comité référendaire contre le projet immobilier Le Levant a récolté 170 signatures, soit quasiment le double du nombre nécessaire. La population devrait donc voter et valider ou non ce plan d'affectation prochainement. Le greffe de la commune de Bogie-Bosset a désormais donc quelques jours pour valider et contrôler ces signatures, les communiquer au préfet et à sa municipalité. La date pour la votation sera donc inscrite prochainement sur le pilier public de la commune. Du côté de Rolle, après avoir donné la parole au comité Bien Vivre à Rolle, opposé à l'ouverture du centre de requérants d'asile dans l'ancien hôtel intitulé Riverolle, nous donnons la parole à Éric Durst, directeur de l'EVAM, l'établissement vaudois d'accueil des migrants. Une interview enregistrée hier sur ce plateau et dans les conditions du direct. Éric Durst, bonjour. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. Le 26 juin dernier, on apprenait lors d'une séance d'information publique l'ouverture d'un futur centre de réfugiés à Rolle pour la fin de l'année. Où en est justement ce futur centre et l'ouverture de ce projet? Alors nous continuons à travailler sur ce projet avec le propriétaire. Pour l'instant, la mise à l'enquête n'a pas encore eu lieu, donc c'est la prochaine étape à venir, mais il y avait un certain nombre d'éléments techniques encore à clarifier en amont. Et donc, nous sommes en train de finaliser ce dossier-là. Est-ce que l'ouverture est toujours prévue pour la fin de l'année ou est-ce que ça a été un petit peu changé? Il est probable que, du coup, ce sera plutôt au début de l'année prochaine qu'à la fin de cette année. Alors, pour rappel, l'EVAM prévoit d'installer une structure d'accueil provisoire sur 5 ans et qui hébergerait 140 migrants à Riverolle, un hôtel inoccupé depuis plus de 20 ans. Il y a quelques semaines, sur ce plateau, nous recevions Jean-Pierre Rolland, président de l'association Bien Vivre à Rolle, un comité constitué d'une dizaine de personnes pétitionnaires qui a récolté aujourd'hui plus de 1000 signatures, 1000 citoyens qui sont aujourd'hui opposés à l'ouverture de ce centre de requérants d'asile. 1000 citoyens, c'est quand même significatif. Bien sûr, c'est un nombre important et c'est important d'écouter en fait toutes ces opinions. Celles-ci, aussi bien que les personnes qui, le soir même de la séance publique, m'ont approché pour dire qu'ils étaient favorables en fait à ce projet, puis qu'ils souhaitaient aussi s'engager à l'avenir auprès de ces personnes migrantes, ce qui est quelque chose qui nous réjouit beaucoup. Donc je pense qu'il y a toutes les opinions qui doivent être écoutées, qui doivent être prises en compte. Je crois que le débat, la discussion, elle est salutaire et elle est nécessaire. Et l'EVAM est tout à fait ouvert en fait à ces échanges et à ces discussions. Oui, pourquoi ces échanges-là sont salutaires aujourd'hui, comme vous les appelez, sachant que c'est des décisions qui sont prises au niveau cantonal? C'est une obligation d'accueillir aujourd'hui ces réfugiés. Alors effectivement, déjà le canton a une obligation dans la mesure où les demandeurs d'asile sont attribués par la Confédération au canton. Donc ce n'est pas le canton qui choisit le nombre qu'il souhaite accueillir. Ça vient de la Confédération, c'est déjà la première étape. Puis ensuite, le canton, et par le biais de l'EVAM, doit mettre en place des solutions d'accueil, d'hébergement, bien sûr, parce que le but principal, c'est de laisser personne dans la rue. Et je crois que c'est un défi majeur que nous avons réussi jusqu'à présent et que mon rôle, c'est vraiment de tout faire pour continuer à le réussir ici dans le canton de Vaud, pour que parmi toutes les personnes qui arrivent en tant que réfugiés, en tant que demandeurs d'asile, qu'il y ait personnes qui doivent rester dans la rue et de recourir le moins possible à des abris de protection civile. Maintenant, il est important pour nous d'être avec la population, d'inclure la population, parce que c'est des futurs voisins, donc il y a une cohabitation, il y a des échanges qui auront lieu et qui, en règle générale, se passent très très bien. On a 35 centres actuellement à travers le canton et puis partout, je peux dire que ça se passe bien. Et donc, il n'y a pas de raison qu'à Rolle, ça soit autrement. Ouais, donc, c'est important de construire de votre expérience, justement. Ouais. Mais j'aimerais revenir sur ces avis qui sont aujourd'hui plutôt défavorables, selon certains arguments. Et je vous propose justement qu'on les entende en la personne de Jean-Pierre Rolland, qui s'était exprimé ici sur notre plateau quelques semaines avant votre venue.
On aimerait pouvoir initier un dialogue, c'est-à-dire simplement il y a deux choses qu'on aimerait dire. La première, c'est qu'on pense que Riverolles n'est pas le bon endroit pour faire ce centre pour migrants, parce que c'est totalement excentré, quoi. C'est loin de tout. Donc si vous voulez mettre des gens dans ce centre, ils ne pourront pas côtoyer la population, si tant est qu'ils veuillent le faire, et ils seront isolés. L'isolement n'est pas forcément propice à leur intégration. Donc ce n'est pas le bon endroit pour faire. En outre, j'aimerais rajouter aussi que 140 places nous paraît tout à fait excessif en termes de volume. Si c'est un petit nombre de personnes, je pense qu'il n'y aurait pas autant d'opposition, mais 140, c'est vraiment beaucoup de personnes. Et si je peux juste rajouter ça, le point supplémentaire aussi qui nous pose problème, c'est que je pense que dans l'intégration de famille, c'est-à-dire un père, une mère et des enfants, elle se fait beaucoup mieux et avec beaucoup plus de succès que l'intégration de jeunes hommes célibataires. C'est toujours plus compliqué, c'est pas impossible, mais ça pose des problèmes. Et c'est ce qui nous inquiète et nous fait peur. Éric Dourst, est-ce que vous êtes surpris par ces arguments ? Non, parce qu'on les a déjà en partie, en tout cas, entendus lors de la séance publique. Je relève le souhait de dialogue de M. Rolland, et donc j'espère que prochainement nous pourrions peut-être nous rencontrer. Ouais, vous avez la sensation que ce dialogue-là a manqué à Rolles, en tout cas c'est ce qui est exprimé ici en la personne de M. Rolland. C'est quelque chose qu'il faut constamment construire à tous les endroits où nous sommes actifs, donc ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Donc il faut aller à la rencontre des personnes, nous sommes prêts à le faire. Nous le faisons. Il y a une personne qui est spécifiquement en charge de la région de la Côte pour justement initier ce type de rencontre. Et donc, je prends vraiment au pied de la lettre le souhait de M. Rolland. Si on revient sur ces arguments, justement, tout d'abord par rapport à ce lieu qui serait dit excentré, qui ne favorise pas l'intégration avec la population, d'autant plus qu'il est placé dans un milieu aux alentours et au milieu de personnes âgées. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors, premièrement, il n'est pas excentré selon nos critères, dans la mesure où il se situe quand même dans l'agglomération de la commune de Rolles. Alors certes, à la périphérie, mais quand même dans l'agglomération. Il est possible tout à fait d'y accéder en transport en commun. Et donc, pour nous, de ce point de vue-là, il est tout à fait similaire à d'autres sites que nous avons ailleurs dans le canton, et qui, pour certains, sont moins bien desservis, on va dire. Donc, à ce niveau-là, ce site est tout à fait adapté, en fait, à nos besoins. Concernant le nombre, vous prévoyez donc d'accueillir 140 migrants, jugés excessifs par certains. Mais j'aimerais savoir, est-ce que Rolles, aujourd'hui, fait partie des communes les moins dotées en requérants ? Alors, effectivement, on peut le dire. Il y a tout un souhait, en fait, de la conseillère d'État, Mme Isabelle Moret, d'arriver à une répartition plus équilibrée de nos bénéficiaires à travers le canton. Et quand on regarde la carte, on voit bien que toute la côte, entre autres, ce n'est pas la seule région, mais la côte, accueille sensiblement moins de personnes migrantes que d'autres régions, comme par exemple le Chablais, enfin le district d'Aigle, ou bien encore le Nord vaudois. Donc cette idée et ça, c'est valable aussi pour la commune de Rolles plus spécifiquement. Il y a nettement moins que, on va dire, une moyenne cantonale de bénéficiaires de l'EVAM aujourd'hui ici dans la région. Donc cette idée qu'on avait, qui disait que les communes riches étaient finalement celles qui accueillaient le moins de réfugiés, est toujours d'actualité? Alors d'une certaine manière, peut-être on peut l'exprimer comme ça, mais je dirais peut-être autrement. Pour nous, ce qui était déterminant lors de l'afflux des Ukrainiens l'année dernière, qui a vu nos bénéficiaires doubler en quelques mois, et nous sommes toujours à ces niveaux très très élevés aujourd'hui, c'était la disponibilité rapide de bâtiments, en fait, ou bien de terrains, comme c'est le cas à Nyon, où nous avons pu construire, mais c'est déjà un projet qui prend plus de temps. Et il se trouve qu'un certain nombre de bâtiments étaient disponibles davantage vers l'Est vaudois, des anciennes surfaces d'hôpitaux, des anciennes EMS, certaines colonies de vacances, par exemple, dans les Alpes vaudoises. Et c'est ça qui a contribué, en fait, à ce déséquilibre qu'on doit constater aujourd'hui à ce niveau-là. Donc la composition du territoire joue un rôle. Ce type de bâti sur la côte est beaucoup moins présent. C'est pour ça aussi que l'opportunité de Riverolles, qui est un hôtel qui est vide depuis plus de 15 ans, ça se prête vraiment bien à cet usage-là.
Oui, pour finir, j'aimerais savoir un mot sur le fonctionnement du foyer. Qui payera la facture? Est-ce que c'est les Rollois? Alors, en partie, c'est les Vaudois, en partie, c'est la Confédération. L'EVAM est subventionné par le canton de Vaud pour fonctionner. Et c'est l'EVAM qui va assurer le fonctionnement de ce foyer. Maintenant, le canton lui-même est subventionné également par la Confédération. Donc, il y a un apport financier de la part de la Confédération. Ce que j'aimerais dire à ce titre, c'est que ce foyer soit à Rolle ou soit ailleurs dans le canton, ça reviendrait au même sur le plan financier. Nous avons besoin de ce foyer pour pouvoir accueillir tout le monde. Nous avons besoin de place pour accueillir tout le monde. Et donc, en termes de prise en charge en fait, par les impôts cantonaux, c'est la même chose où que se trouve le foyer. Une question qui est délicate, mais permettez-moi de vous la poser aujourd'hui. Combien ça coûte un migrant par jour? Un migrant par jour, on va dire à peu près très grosse maille, parce que ça dépend de beaucoup de facteurs, mais environ 60 francs. Voilà, c'est un ordre de grandeur que je peux indiquer. En tout cas, en termes des prestations directes que nous fournissons, l'hébergement, la subsistance, alors qui est en espèces, on verse de l'argent pour qu'ils puissent eux-mêmes se préparer à manger dans la plupart des cas, et puis les frais de la santé, les frais de transport, tous ces éléments-là. Et ensuite s'ajoute l'encadrement par l'EVAM, donc le personnel de l'EVAM en fait, qui est là pour accompagner ces personnes, pour assurer aussi une présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les centres. Et donc ça ajoute environ 30 francs par personne par jour. Le type de personne qui est hébergée aujourd'hui pose et inquiète. On l'a entendu tout à l'heure également dans l'extrait choisi. On nous dit qu'il est plus facile d'intégrer aujourd'hui des familles que des hommes célibataires. Quels profils justement seront aujourd'hui hébergés à Rolle? Nous ne le savons pas aujourd'hui. Parce qu'au moment où le foyer ouvrira, on ne sait pas qui seront les nouveaux arrivants. Mais le foyer est prévu pour accueillir une population mixte, donc de différentes origines, ukrainiens, syriens, afghans et d'autres pays, bien entendu. Il est conçu aussi pour accueillir aussi bien des familles que des adultes seuls, hommes ou femmes, et femmes. Mais est-ce que c'est vrai qu'il est plus facile d'accueillir et d'intégrer des familles que des hommes ou des femmes seuls? Je pense que la question d'intégration, c'est une question très individuelle, en fait. Et chaque personne migrante aura un parcours d'intégration différent en fonction de ce qu'elle a vécu avant, en fonction de ce qu'elle amène ici en termes de difficultés peut-être liées à la santé, liées au contexte familial, liées aux siens qui sont restés dans le pays d'origine. Et donc, sur ce plan-là, on ne peut vraiment pas faire de généralité parce qu'il y a aussi bien bien sûr, dans les familles, après, c'est l'école qui joue un rôle très important pour l'intégration des enfants, ce qui ne signifie pas nécessairement quelque chose par rapport à l'intégration des parents. Donc l'accompagnement que la commune en fait également. J'aimerais terminer sur un petit bilan, peut-être une comparaison avec la structure de récurrent ouverte à Nyon en mars dernier à la Levrate. Alors on sait que 90 personnes pouvaient être accueillies sur place. Alors là, à Rolle, on parle d'un projet où c'est un privé qui va finalement louer cet hôtel. Donc la structure est un peu différente. Mais est-ce qu'il y a des choses peut-être à garder de cette structure qui est également provisoire à Nyon? Je n'ai pas bien compris votre question. Par rapport justement à cette structure qui existe à Nyon, est-ce qu'il y a peut-être des choses à garder, que ce soit dans l'accueil de ces réfugiés qui a été fait à Nyon, dans l'intégration par rapport à Rolle? Parce que c'est tout proche de chez nous. Ce qui est très intéressant à Nyon, c'est effectivement l'investissement de la société civile autour, les gens du quartier, il y a une maison du quartier, il y a une association du quartier. Et donc, il y a des interactions, il y a des activités communes. Il y a par exemple un jardin potager qui a pu être mis en place parce qu'il y avait la place pour ça. Et je crois savoir que ce jardin, il est exploité, enfin, il est cultivé en fait conjointement entre des résidents de notre foyer et puis d'autres voisins, des gens du voisinage. Donc ça, c'est un exemple de dynamique vraiment très positive. Et je pense qu'à Rolle, ce sera
possible aussi d'avoir des dynamiques positives avec d'autres types de projets, parce que c'est un autre environnement, c'est d'autres circonstances. Mais il y a vraiment un potentiel de faire de très jolies choses qui sont gagnants-gagnants. Tout le monde sera gagnant là-dedans. Oui, donc si on résume, un projet qui devrait voir le jour pour les débuts de l'année prochaine, qui devrait accueillir 140 migrants. On ne sait pas pour l'instant quel est le profil de ces gens qui seront hébergés. 140 migrants potentiellement, un projet provisoire sur une durée de 5 ans. Est-ce qu'il y aurait le souhait, en tout cas du côté et de la part de l'EVAM, de proposer une autre rencontre? Parce qu'on le voit, c'est demandé et que certains citoyens ont aujourd'hui la sensation que cet échange n'a pas vraiment été possible. Nous avions déjà évoqué l'opportunité, peut-être, avant la mise en exploitation, en fait, d'organiser une nouvelle rencontre publique, parce que c'est le moment où les choses deviennent concrètes. Puis là, il y a peut-être une opportunité, effectivement, de le faire, mais nous allons discuter de ces éléments avec la municipalité, notamment, ou les municipalités, parce qu'il y a aussi les communes voisines, notamment le Mont-sur-Rôle. Et donc, nous ne sommes pas encore fixés là-dessus, mais c'est en tout cas une possibilité. Et en attendant, nous sommes très ouverts à tous les dialogues qui peuvent se mettre en place. Éric Dourst, directeur de l'EVAM, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Excellente journée à vous. À vous également, merci. Et sur la route, on retrouve à présent Alexandre, toujours aux commandes de cette marionnette de Christophe Kiss. Le voilà en action. Voilà le Casanova que tu vois, Andrea, derrière moi, animé donc par Michel, Gabriel et Jacqueline. Bah oui, il faut être à plusieurs pour animer ce Casanova, tu vois. C'est une marionnette de 3 mètres quand même. Elle pèse 15 kilos. Elle est donc 2 fois par semaine en spectacle ici. Je te remontre les gradins, voilà, à côté du port de Coppet, avec la troupe donc de Château-en-Seine. Et Christophe Kiss, c'est donc vous qui avez créé cette marionnette de Casanova. Alors, expliquez-moi un petit peu pourquoi cette marionnette géante. Alors, cette marionnette géante, c'était le souhait de Gérard Demière et Delphine Baru, donc les 2 metteurs en scène du spectacle. Il s'agissait de représenter en fait Casanova à 80 ans, de manière allégorique, qui regarde sa vie se dérouler devant lui, et sous la forme de la pièce avec les comédiens en chair et en os. Alors, il fallait trouver une solution pour présenter Casanova avec un petit côté onirique. Le choix du personnage, donc ici, s'est fait en fait en mélangeant les matériaux, le matériau du rotin que j'ai pu apprendre grâce au vannier Michel Kebat il y a déjà maintenant 3 ans. On avait déjà pu faire une collaboration sur la vouivre du Jura. Et puis maintenant, il s'agissait de mélanger aussi le personnage avec un matériau plus plein, comme la tête et les mains, par souci de visibilité. Comme vous voyez, ici, on est sur fond de lac, sur fond de montagne, il n'y a pas plus beau décor. Mais évidemment, il y a un grand danger qu'on perde la lisibilité des volumes. Et c'est pour ça qu'on a joué entre le plein et le vide. Le plein qui a aussi laissé possible maintenant à des articulations comme l'articulation des yeux, puisqu'il peut ouvrir. Ah oui, plume des yeux, Casanova. Voilà. Non mais c'est pas banal quand même, Christophe, de concevoir une marionnette géante comme ça pour une pièce de théâtre. Combien de temps ça vous a demandé de travail? Alors ici, il s'agit de 40 jours de travail, mais je n'ai pas fait tout seul, j'ai pu me faire aider. J'ai pu me faire aider par l'équipe justement des bénévoles et la troupe de Château-en-Seine qui sont venus à mon atelier pour faire un atelier découverte de travail du rotin. Ah oui, donc il y a ça également. Mais alors après, forcément, on le voit, il faut l'animer, mais il faut surtout concevoir cette marionnette pour qu'elle aille, qu'elle s'intègre en fait à cette pièce de théâtre. Donc j'imagine que c'est un travail entre le sculpteur et les metteurs en scène, les comédiens, comme vous avez expliqué. Bien entendu, c'est vraiment un travail collectif. Donc, c'est d'abord les discussions. Ensuite, moi, je fais des dessins. Donc, j'ai dessiné ce personnage, je l'ai dessiné grandeur nature pour faire les premières réunions, pour bien se mettre tous d'accord entre les différents partenaires du spectacle. Et puis ensuite, petit à petit, l'assemblage,
le contact avec l'équipe, voilà, à travers ces moments de partage de connaissances à mon atelier. Et puis ensuite, surtout, tout l'énorme travail des répétitions et puis des réglages qui s'imposent pendant les répétitions en fonction des réactions des marionnettistes. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer telle ou telle problématique? Comment on peut rebondir sur ce qui est préparé voilà, en proposant des initiatives personnelles que moi j'accueille avec grand plaisir. Alors voilà pour le travail du sculpteur donc de ce Casanova géant. Mais on va quand même donner la parole à Gabriel, Jacqueline et Michel. On va vous retrouver juste après parce que vous êtes membres de ce comité Château en Scène et vous êtes tous deux comédiens, comédiennes. Donc, mais j'aimerais avoir l'avis de la marionnettiste. Gabriel, dites-moi, comment est-ce qu'on travaille avec une marionnette géante? Alors, je vois en prenant des risques, hein, déjà, en mettant au bord de l'eau, et puis avec d'autres personnes. Comment ça se passe? Ça s'est très bien passé. Je l'ai adopté tout de suite. Vous avez vu ce visage que Christophe nous a fait, la chevelure qu'on a aussi intervenu pour lui poser, c'est simplement du raffia collé, de le manipuler avec une telle facilité. Oui, parce que alors voilà, donc ça se passe avec une poignée au-dessus de la tête déjà. Et puis alors après, pendant la pièce de théâtre, justement, comment ça se passe ce travail de marionnettiste pour lui donner vie? Eh ben, il faut qu'il bouge. Il faut qu'on voie des bras, il faut qu'on voie une tête, un corps qui se moue. On l'a levé, on l'a basculé, on a fait passer les sentiments en disant. Donc, j'étais pleinement collée à lui, si vous voulez, pour que ça passe. Et ça a bien passé, hein? Bon, effectivement, voilà, c'est impressionnant. Andrea, quand on la voit en vrai, cette marionnette, surtout dans ce contexte au bord de lac. Merci Christophe, bien entendu. Merci Gabriel et puis Jacqueline et puis Michel pour nous avoir montré, nous avoir animé ce Casanova qui a pris vie sous nos yeux sur NRTV. Andrea, je vais t'amener après. On va aller justement avec Michel et Jacqueline, on va aller dans les coulisses à la salle communale ici de Copé parce qu'il y a plein de costumes de la pièce. Donc, on va parler un peu plus largement de la pièce à part cette marionnette. À tout à l'heure. Très bien, à tout de suite Alexandre. Mais dis-moi, parce qu'on va ouvrir notre page de sport d'ici quelques instants, je ne sais pas si tu peux essayer cette marionnette. Dis-moi si c'est lourd et quelles sont peut-être les sensations, si c'est sportif. Allez, on le dira. Ah, tu veux que je l'anime moi-même? Alors voilà, je prends ce bras de Michel. Oui, bon alors, 15 kilos, c'est en tout, hein. Après, effectivement, alors, j'ai pas envie de casser la marionnette. Ah voilà, je peux lui faire se mettre un doigt dans le nez. Voilà, ce que je peux faire. Non, mais si, effectivement, c'est très mobile. Après, moi, j'ai pas la faculté de Gabriel derrière nous pour aller me mettre derrière. J'ai trop peur de tomber dans le lac, Andrea. J'ai peur pour toi aussi. Allez, reste avec nous, il y a tout de suite. On ouvre notre page sport en votre compagnie, chers invités. Nicolas Rosier, Imad Yacoubi, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec une première victoire face à Servette samedi dernier lors de la reprise du championnat de 2e Ligue et l'arrivée d'un nouveau coach en votre personne, Imad Yacoubi. Les emballeurs du NHB La Côte ont revu leur ambition à la hausse pour cette nouvelle saison. Une première victoire, donc on l'a dit, de l'équipe 1 des hommes face à Servette samedi 29-24. C'est plutôt pas mal de débuter cette saison comme ça, non, Nicolas? C'est magnifique, c'est magnifique. C'est le fruit quand même d'un vrai travail. Donc notre nouveau directeur sportif a accompli un travail magnifique en préparant les joueurs, tant sur le plan physique, cohésion, avec un camp à l'Aisin. Ce travail a porté ses fruits sur ce match et donc nous sommes vraiment très heureux. Et on va revenir sur ce match d'ici quelques instants, mais j'aimerais savoir, Imad, pourquoi justement avoir voulu rejoindre ce club nyonnais? Qu'est-ce qui vous a fasciné ici dans ces joueurs? Oui, c'est un ensemble. Hein. Donc c'est un projet qui a débuté il y a 3 ans, qui est très ambitieux, avec certains joueurs que je connais. Et j'ai vu l'évolution sur les 3 années du club, en passant d'une trentaine de jeunes à presque à 130 adhérents. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui est fait, c'est pas le premier point. Et aussi, c'est un objectif ambitieux par rapport à la première équipe homme. Déjà, je connais la ligue sur laquelle on va évoluer cette saison. C'est des joueurs que vous avez même côtoyés sur le terrain en tant qu'adversaire, on peut le dire. Oui, sur
sur certaines années. Donc, on les a croisés plusieurs fois. C'est vraiment un super groupe. C'est un groupe on va dire de 80% des joueurs de Nyon. Cette saison, on a un petit peu renforcé l'équipe, mais en gardant, comme il a dit Nicolas, la cohésion du groupe. On a fait un super travail, super préparation. On a débuté vers le 9 août, en passant par un travail physique sur la première semaine. Et aussi, ça finit par l'Aisin, sur un super camp. On a participé à un grand tournoi international, ça c'était en Italie, à Cassano. C'est une première pour le club. On a vraiment fait une préparation, entre parenthèses, de pro. Ouais, une préparation de pro qui a mis tout le monde en forme, justement, avec la volonté et des ambitions compétitives dont on va parler, Nicolas. Donc, la recrue, ce nouveau coach expérimenté, mais aussi des nouveaux joueurs. On peut par exemple citer cette recrue française en la personne de Mohamed Belayachi, qui jouait anciennement au HBC Nyon, dis donc, je vais y arriver. Pourquoi cette volonté justement d'accroître vos ambitions sportives? Alors on avait besoin de renforcer l'équipe. On savait que la marche entre la 3e ligue et la 2e ligue était assez haute. Et Momo est vraiment c'est quasiment un grand frère pour l'équipe. C'est-à-dire qu'il connaît les joueurs, il les aide à se placer, à s'améliorer, il distribue, il a une bonne vision de jeu. Donc on est vraiment ravis d'avoir des joueurs comme lui qui rejoignent. Et ce que disait Imad, c'est qu'on a encore une équipe historique, un groupe de copains vraiment qui se fait plaisir quand ils jouent au handball. Et Momo et les autres joueurs qui ont rejoint le groupe se sont vraiment très bien fondus. Donc on a un groupe cohérent, qui se fait plaisir, et c'est magnifique à voir. Oui, par rapport justement aux objectifs de la 2e ligue, est-ce que l'objectif c'est de monter en première? Alors l'objectif est de monter en première ligue. Quel timing, c'est difficile à dire. Écoutez, peut-être dans 2 ans, je ne sais pas. Après, une bonne surprise est toujours possible. Quand je vois vraiment la dynamique, l'investissement des joueurs pendant les entraînements et les matchs, une bonne surprise est toujours possible. Oui, cette bonne surprise, c'est vous qui allez nous la préparer, Imad, notamment avec votre patte à vous. On a parlé notamment de ces camps qui ont eu lieu avant justement ce début de saison, de tous ces préparatifs. Mais ça sera quoi votre patte et votre touche à vous? Comment vous allez mener justement tous ces joueurs sur le palier? Oui, pour moi, pour avoir un groupe compétitif, ça passe par une bonne préparation, ça passe par la cohésion, par des recrutements. Tout ça, on l'a fait. Mais le plus important, c'est de tout le temps créer une dynamique sur chaque phase de la saison. Là, on l'a créé déjà sur la phase de préparation. Maintenant, on a la phase compétition. Sur la phase compétition, tu as plusieurs paramètres qui interviennent. Là, il faut bien les gérer. Donc, on a les paramètres blessures, on a d'autres paramètres qui vont intervenir. On a aussi, parce que c'est un jeune groupe, il y a aussi l'école. Il faut gérer tout ce contexte-là. Et en mettant l'objectif principal, comme on l'a mis avec les joueurs, c'est de créer un groupe fort sur le plan mental qui arrive à travailler ensemble, ça veut dire s'entraîner ensemble, et être très performant au niveau du jour J, ça veut dire au niveau des matchs, et gérer match par match. Comme il a dit, carrément un aspect Nicolas, professionnel, comme vous disiez tout à l'heure. Oui. Un cadre, quand on dit un cadre, ça veut dire un cadre que les jeunes ou l'effectif, quand il vient, ils s'entraînent avec des objectifs qui sont bien déterminés, soit sur le plan tactique, soit sur le plan individuel. Mais surtout à ce niveau-là, qui marche, c'est avoir une vraie cohésion du groupe. Et ce qu'on a essayé, même dans le choix des joueurs, on a essayé de choisir des joueurs qui peuvent renforcer les liens au sein du groupe et aussi donner de leur expérience aux jeunes groupes. Donc si je résume, chaque joueur a sa place précise et contribue justement à amener une cohésion au groupe. J'aimerais revenir sur ce week-end, Nicolas, parce qu'il y avait notamment le Tour de Romandie féminin qui était célébré à Nyon dimanche avec l'arrivée de ces athlètes. Vous y avez participé, non seulement du côté du club, mais en tant que membre de l'ASSN. Comment ça s'est passé pour vous cette journée? Cette journée s'est très bien passée. On est très fiers d'être un club nyonnais. Et notre ancrage local, en fait, on l'a traduit typiquement par cette journée, par la contribution à l'animation de la buvette qui était gérée par la SSN. Donc vraiment, le club était derrière pour aider, pour participer, pour se faire plaisir. On a 17 bénévoles qui ont aidé à la buvette, on a des bénévoles qui étaient pour tenir le stand, et puis on a proposé une animation sportive
sur la grande jetée, là, sur le terrain de beach volley. Avec du sable tout neuf. Hein. Avec du sable tout neuf, absolument. Alors l'expérience montre que le Nyonnais ou le local n'aime pas trop se déchausser pour venir jouer, mais ça dépend, voilà. Mais c'était une magnifique journée et on est particulièrement fiers d'avoir contribué. Ouais, on plaisante par rapport à ça, mais est-ce que justement cette manifestation vous a permis d'avoir aujourd'hui de nouveaux membres qui ont adhéré au club? Certainement, très certainement. C'est difficile aujourd'hui, 3-4 jours après, de vous dire précisément, mais c'est vrai que c'est une occasion unique, pas seulement pour nous, pour tous les clubs, cette vitrine du Festival des sports. En moyenne générale, sur les 2 saisons qu'on a faites, entre une dizaine, une quinzaine d'enfants nous rejoignent suite à ce salon, à cette activité. Nicolas Imad, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On se réjouit en tout cas de suivre cette saison du NHP La Côte en votre compagnie. À très bientôt. Au revoir. Merci André. Au revoir. Au revoir. Alexandre, on retourne donc à toi du côté de Coppet avec ce Casanova géant. Ça y est, on l'a rangé, Casanova. Voilà, il est là, il se repose avant d'entrer en scène. Donc, vendredi et samedi. Voilà, alors tu entends sûrement Michel et Jacqueline qui sont là parce qu'on est en coulisses. Donc, avec ces 2 membres du comité de Château en Seine et 2 comédiens aussi. Voilà, regarde, qui m'amènent des costumes parce que là, la salle communale, voilà, sert en fait ici de coulisses à ce spectacle Casanova. Alors, venez avec moi, venez seulement Jacqueline. Michel, j'aimerais commencer par vous demander qu'est-ce que ça fait, parce que vous êtes vous-même comédien dans cette pièce, qu'est-ce que ça fait de jouer avec une marionnette géante? Alors, tous les spectacles de Château en Seine sont des créations originales. Oui. Et là, c'était le clou du spectacle, une marionnette, d'essayer de l'animer, de jouer avec. Moi, je trouve fantastique qu'il y a chaque fois quelque chose un petit clou de plus que l'ordinaire, et je trouve fantastique. Ouais. Voilà. Comment ça se passe cette pièce depuis, parce qu'il y a eu plusieurs représentations, ça fait depuis le début du mois de septembre. Vous êtes content, Michel? Oui, on est content. Bien sûr, on a eu de la chance avec la météo parce qu'évidemment, il faut jouer avec. Ah bah oui, vous jouez en plein air, là, on a vu. Voilà, donc non, on est très contents. Les gens sont venus et surtout, ils sont ravis de toute la partie déjà déambulation dans les rues de Coppet, puis ensuite du spectacle. Ouais. Donc voilà, c'est une originalité. Les gens sont particulièrement contents. Ouais. C'est combien de comédiens et comédiennes là qui participent à cette pièce? Alors une quarantaine en tout, entre la rue du Perron et le spectacle sur les mémoires de Casanova. Jacqueline, justement, j'aimerais vous demander, vous, en tant que membre du comité Château en Seine, alors vous êtes comédienne, mais vous n'êtes pas comédienne dans cette pièce-là, si ce n'est qu'on vous voit apparaître, je crois, à un moment donné. On voit apparaître dans la rue, mais c'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Mais alors, du coup, j'aimerais parler à la membre du comité que vous êtes. Cette pièce Casanova, elle est ambitieuse. Parce que cette marionnette géante, on voit la quantité de costumes, on parle d'une quarantaine de comédiens, donc on imagine déjà une pièce avec une certaine ambition. Pour l'instant, est-ce que vous avez reçu le public escompté? Tout à fait. Ouais. On est très contents. On a vraiment on a fait le plein les 2 dernières séances qu'on a eues là, mais c'était vraiment magnifique. Ouais. Cette pièce, elle a vocation à partir au-delà de Coppet ou pas? Est-ce que cette marionnette de Casanova va vivre? Oui, alors on espère bien qu'elle va vivre. Ouais. Vous aimeriez aller où, encore dans la région, ou même aller hors de Suisse? C'est quoi vos ambitions? Non, l'ambition, ça serait peut-être que Coppet peut-être acquiert cette magnifique marionnette. Ah, d'accord. Et qu'on puisse prolonger les dates ici à Coppet déjà. On va pas refaire encore des spectacles, mais disons au moins que ça soit un souvenir qui soit de cette marionnette ici et qui reste ici à Coppet. Bon, et alors on vous a vu trimballer un costume juste avant. Bah montrez-nous, montrez-nous. Alors tous ces costumes-là, bah oui, Casanova, l'Italie, Venise, Michel, c'est quoi tous ces masques vénitiens qu'on voit ici, là, peut-être? Ou Jacqueline? Oui, alors on fait carnaval de Venise pendant le spectacle. Et puis là, chacun porte un costume comme ça. On est 15 à porter ça. Ouais. Pas que celui-là, bien sûr. Mais c'est des costumes sur mesure, artisanaux? C'est complètement artisanal, c'est-à-dire c'est fait par ces 2 dames qui l'expliquaient tout à l'heure, Michel. Qui nous les prêtent parce qu'elles y vont chaque année avec des nouveaux costumes. Ah, d'accord. C'est vraiment c'est incroyable. Alors, elles ont fait absolument tout.
Jusque dans les moindres détails. Mais tout. Moi, je suis vraiment scotchée. Ah oui, effectivement, il y a la beauté des costumes, voilà, et des masques, en plus de la beauté de la marionnette. Il y a le masque et puis encore cette immense cape par-dessus. Magnifique. C'est vraiment juste impressionnant. Bon, Michel, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette pièce, Casanova, de Château en Seine? Dites-moi tout. Écoutez, c'est le 5e spectacle de Château en Seine. Oui. Ce que moi, en tout cas, j'espère, puis je pense le comité aussi, qu'il y aura un 6e spectacle pour donner la chance à des amateurs de faire du théâtre, de voir les coulisses. Voilà. Ah voilà. Et voir les coulisses, justement, c'est ce qu'on m'a donné de voir aujourd'hui, Andrea, avec, tu vois, toute cette quantité de costumes, notamment flamboyants du côté de Venise, ici avec l'équipe de Château en Seine, et puis ce Casanova qui dort maintenant, voilà, et puis qui ressortira donc vendredi et samedi soir. C'est les 2 dernières chances de voir ce spectacle ici à Coppet. Donc on ira demander à la commune, à l'exécutif, s'ils sont d'accord d'acheter cette marionnette, et on se demande à quel prix d'ailleurs. Bon, une autre date à noter à la maison, vendredi 22 septembre pour sa 4e édition. La nuit est belle invite les communes à éteindre leur éclairage public. Plusieurs activités nocturnes vous sont proposées dans toute la région. Toutes les informations sont sur le site internet lanuitestbelle.org. C'est tout pour cette semaine. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve à partir de lundi. Très belle suite de programmes et très bon week-end à tous.